Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la Tribune des décideurs. Vous le savez, vous en avez l'habitude maintenant. Chaque lundi à 12h30, un grand patron, un grand décideur, un grand acteur du monde de l'économie nous rend visite pour échanger avec vous. Et vous pouvez lui poser toutes vos questions depuis le site de latribune.fr ou celui de décideurtv.com. Nous sommes en compagnie de Robert Jules. Bonjour Robert. Bonjour. Rédacteur en chef de latribune.fr, notre partenaire donc pour la Tribune des décideurs. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Olivier Marchal. Alors non, on n'est pas dans le cinéma, on est dans le conseil. Bonjour Monsieur Marchal. Bonjour. C'est vrai que cette homonymie doit parfois jouer des tours, mais on va parler du grand cinéma de l'économie. Vous êtes chairman pour la France de Bain & Company, également vice-président du Syntec Conseil en Management, le syndicat des sociétés de conseil. Donc plein de choses à nous raconter parce que vous rentrez de Davos, mais auparavant, un petit arrêt sur Bain, un nom célèbre, mythique, qu'on apprend dans toutes les écoles de commerce, mais pour lequel on n'est pas toujours familier. 250 consultants en France, 4000 dans le monde. C'est quoi le vrai métier de Bain & Company ? Alors le métier de Bain & Company, c'est le conseil en stratégie ou le conseil en direction générale. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises, très souvent les grandes entreprises, parfois les États également, ou le secteur associatif, on pourra en parler, à se développer, à être plus efficace et productif et à s'adapter aux grands bouleversements de l'économie mondiale. On se demande toujours, vu de l'extérieur et un peu naïvement, pourquoi est-ce que une grande entreprise délègue sa stratégie ou fait appel à des consultants extérieurs pour améliorer sa stratégie. Ça veut dire qu'en interne, ils ne savent pas très bien quoi faire ? Écoutez, ils savent parfois quoi faire, mais la réalité, c'est que le monde bouge très vite. Les entreprises ont besoin de s'adapter très rapidement. Elles valorisent le fait qu'on leur apporte une sorte de turbo et d'accélération au changement, mais également toute une série de nouvelles idées, de nouveaux outils qui leur permettent d'améliorer leur stratégie, leur organisation et également leur compétitivité économique. Ça, c'est votre connaissance du marché mondial aussi, qui est multi-acteurs qui vous aide. Un mot sur la crise qui a frappé l'Europe et le monde en général depuis 2007-2008. Elle a impacté comment vos grands clients et j'imagine que les demandes ont évolué ? Oui, les demandes ont évolué. Il est clair, c'est la plus grande crise depuis 80 ans, que nos grands clients et un peu partout dans le monde ont été affectés de différentes façons par cette crise. Leur demande de prestations de conseil a évolué. C'est vrai que depuis 5-6 ans, on rentre dans la 7e année de crise. Il y a eu un effort très important pour ces grandes entreprises pour se transformer, pour se réorganiser, pour réduire leurs coûts. Il fallait survivre et garder la tête de l'eau pendant cette période. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui cette demande ou le type de sujet sur lesquels on est sollicité qui est en train d'évoluer avec un certain retour de la stratégie, encore timide, mais qui montre le bout de son nez. Précisément, sur cette crise, visiblement, elle n'est pas simplement financière, mais visiblement, c'est comme vous l'indiquiez, de stratégie. Est-ce qu'on est en train de changer d'époque ? Écoutez, une crise de stratégie, je ne sais pas. Je pense que c'est une crise d'environnement économique qui a forcé à accélérer des adaptations. À la marge ou des adaptations fondamentales fondamentales et structurelles. C'est la montée en puissance des émergents, le renversement des grands équilibres économiques dans le monde. On y reviendra avec une Europe qui est un peu à la traîne. C'est la montée en puissance d'une nouvelle vague technologique. Est-ce qu'elle sera créatrice d'emplois ou pas ? C'est une vraie question. En tout cas, le digital est un enjeu pour la plupart des grands groupes. Donc il y a un certain nombre, de remises en question structurelles pour lesquelles la crise a été, je pense, est en train, puisque c'est à la fin de la crise qu'on le voit, d'être un déclencheur d'accélération. Mais vous en parlez un peu au passé, donc vous êtes d'accord avec notre président, la reprise est là ? Non. Je pense que la reprise
est au coin du tournant. On est sorti de la partie la plus grave. J'avais la chance à Davos, puisque vous le mentionniez, d'échanger avec le président Barroso là-dessus, qui, dans ces termes, dit que l'Europe n'est pas encore sortie de la crise. La partie systémique de la crise, vous parliez de crise financière, elle est en grande partie derrière nous. On verra ce que disent les stress tests au mois de novembre. Mais la réalité, c'est que la croissance reste extrêmement poussive en Europe. Je rappelle quand même les chiffres. L'économie mondiale, cette année, devrait croître autour de 3,7%. C'est 2,2% pour les pays développés et plus de 5% pour les pays émergents. La zone euro attend autour de 1%. Ça veut dire qu'on a 3 à 4 fois moins de croissance que la moyenne de l'économie mondiale. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Je n'ai pas parlé de l'endettement des États et de la situation du chômage qui est dramatique en Europe. 26 millions de chômeurs, dont 9 millions de jeunes, c'est un énorme sujet. Oui, Robert. D'ailleurs, à Davos, l'un des thèmes dominants était celui des inégalités qui se creusent. Oui. Comment peut-on remédier à ce problème ? Alors ça, vous me posez une question qui vous avez dépasse 2 minutes. très largement... Du point de vue précisément de vos compétences, comment on peut adapter ? Est-ce qu'il y a un problème de formation ? Est-ce qu'il y a un problème d'investissement ? Où se retrouvent en fait les leviers qui permettraient de pouvoir développer une stratégie de croissance qui pourrait faire diminuer justement ces inégalités ? Je crois que, si vous voulez, la croissance est quand même la solution du problème. Vous voyez, on passé pas mal de temps sur le sujet de l'Afrique. L'Afrique, c'est pour moi une formidable région de croissance pour les 20 ans qui viennent. C'est 1 milliard d'Africains aujourd'hui. Ça sera 1,4 milliard d'ici moins de 10 ans. Et avec l'émergence et la croissance extrêmement rapide d'une classe moyenne qui consomme, qui a envie de se développer, d'éduquer les nouvelles générations. Donc, une gouvernance, si je puis dire, mondiale et corporate bien gérée doit permettre de transformer la croissance en une redistribution plus juste des richesses. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Je rappelle que 1% de la population mondiale a aujourd'hui 50% de la richesse. Ça, c'est un élément intéressant. L'Afrique, le continent africain qui longtemps s'est enfoncé dans la crise ou dans la pauvreté, est vraiment cité en exemple par beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de responsables politiques comme une terre de croissance future. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui fait qu'on a pu passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux ? Je crois que la première chose, c'est la reconnaissance par les investisseurs du fait que l'Afrique avait fait une bonne partie du travail en termes de sécurité, en termes de corruption. Il reste encore plein de sous-parties du continent qui restent des zones à problème. Deuxièmement, la reconnaissance également de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un potentiel de croissance démographique et économique forte avec l'émergence de cette classe moyenne. Et juste pour vous donner un indicateur, l'Afrique aujourd'hui c'est à peu près 5% de croissance annuelle en moyenne, plus fort d'ailleurs sur la partie Afrique subsaharienne. Et si on continue à se traîner dans les 30 années qui viennent, c'est très long 30 ans, mais ça voudrait dire 9 trillions de PNB à l'horizon 2040-2050, c'est-à-dire ce qu'est la Chine aujourd'hui. Donc les grands groupes le voient bien dans le monde et font de plus en plus de l'Afrique une de leurs priorités d'investissement dans les pays émergents. D'accord. Plusieurs questions d'internautes nous sont parvenues. Une qui nous ramène à votre métier. Un internaute nous demande, n'y a-t-il pas un risque d'uniformisation des stratégies d'entreprise ? Un même décideur pour plusieurs secteurs. Il parle en effet des conseils en stratégie qui risquent de produire une espèce de pensée unique du management. Écoutez, c'est un risque que j'entends souvent. Ce n'est pas le cas en tout cas pour ce qui concerne Bain et compagnie et la façon dont on conçoit notre métier qui n'est pas de vendre des produits qu'on réplique à l'ensemble des acteurs d'une industrie. On est vraiment en conseil en stratégie dans un métier de sur-mesure et donc on essaie de trouver c'est pas du prêt-à-porter, de trouver des solutions adaptées aux problèmes uniques de nos clients et ensuite les aider à les mettre en œuvre. Ça peut prendre combien de temps, par exemple, lorsque vous conseillez une grande entreprise qui va investir, supposons, en Chine, cet accompagnement, il peut durer combien de temps ?
Écoutez, c'est Ça très dépend. variable Pas suivant la possible pour vous, non, c'est complexité l'intérêt. du problème. Ça peut être d'une Mais pour avoir d'une une- intervention de 3 à 6 mois, qui est un diagnostic et la mise en place d'une stratégie, à un accompagnement de 2 ou 3 ans ou plus, si on veut suivre l'entreprise dans la mise en œuvre de la stratégie définie avec elle. On parlait de l'évolution des business models. Est-ce que le vôtre change? J'imagine que bon, il y a une partie qui est de la rémunération du temps homme, du cerveau, de consultant. Est-ce que vous marchez de plus en plus aussi en prenant des risques aux côtés de vos clients, par exemple en investissement à leur côté ou en étant rémunéré au succès? Oui, absolument. C'est le cas notamment chez Bain. Désolé, la question est sur le métier. Je parle un peu de Bain et compagnie, mais la marque de fabrique de Bain, en fait, c'est le résultat qu'on aide les entreprises à atteindre. C'est la raison pour laquelle Bain a été créé il y a 40 ans. On a dit à cette époque, notre métier, ça ne va pas être de produire des rapports, mais de produire des résultats pour nos clients, ce qui fait qu'on a été les premiers, vous posiez la question, à proposer à nos clients de variabiliser notre rémunération en fonction des résultats mesurés, constatés chez le client. D'accord. Julien demande, peut-on craindre une crise des subprimes chinoises avec le risque d'une chute de l'immobilier? Est-ce que ça, c'est des signaux que vous regardez ou est-ce que c'est votre métier aussi, de surveiller ce qui se passe en Chine? Personnellement, je suis beaucoup moins éduqué sur le sujet de la bulle en Chine. On a une équipe qui s'occupe de surveiller les macro-trends, les grandes tendances de l'économie mondiale. C'est pas mon sujet. Mais ceci dit, revenant de Davos, ce sujet, la crainte sur l'évolution des émergents dans un certain nombre de Édouard demande d'ailleurs, est-ce que les émergents peuvent déclencher une nouvelle crise? C'était un sujet à Davos, ça, on sentait que c'était au cœur des discussions? Oui, c'est un des sujets de préoccupation. Mon avis personnel est que non, où cette crise doit être gérable en tout cas. Parce qu'il y a eu des mouvements très Mais violents. cette crise, vous mentionniez tout à l'heure concernant cet auditeur, le risque d'une bulle, il ne faut pas la limiter à la Chine ou aux émergents. Il y a une politique monétaire de quantitative easing, pour prendre l'expression américaine, qui est en place depuis de nombreuses années. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup de ces liquidités, en réalité, ne s'investissent pas dans le secteur productif. On en voit beaucoup dans les outils financiers, dans l'immobilier, si vous regardez des villes comme Londres. Et là, il y a le vrai risque, sans doute, d'une bulle pour les années qui viennent. Je ne pense pas qu'on en voit d'effet en 2014. Précisément, le fait qu'on voit les États-Unis qui sont en train de faire une sorte de cavalier seul par rapport à l'Europe, même s'il y a une reprise européenne mais beaucoup plus faible, que les émergents souffrent de cette politique monétaire de la Fed et vont souffrir encore davantage, est-ce que l'on ne voit pas aussi des limites à cette fameuse globalisation qui a tenu un peu le haut du pavé pendant ces dernières années? C'est d'ailleurs le nom de l'émission, Dans le grand bain, c'est un petit jeu de mots de la mondialisation. Est-ce que, la question de Robert, c'est est-ce que la mondialisation n'a pas été trop loin finalement, c'est ça? Exactement. Écoutez, je ne crois pas qu'elle soit allée assez loin en réalité. Ce qui est certain, c'est que la crise, le ralentissement très rapide et très long des 5 ou 6 dernières années, a marqué un petit peu le pas de cette globalisation. On le voit bien en Europe, avec la crainte d'une montée très forte des mouvements populistes pendant les élections européennes qui viennent dans quelques semaines. Donc c'est très clairement un sujet de risque. préoccupation pour vous, le fait que, par exemple, demain, le Parlement européen soit dominé par des partis qui sont plutôt hostiles à la construction actuelle? Oui, bien entendu. D'ailleurs, un des thèmes de discussion que j'ai pu avoir avec Davos sur les enjeux en Europe pour 2014 était de dire, sur la partie économique, c'est pas gagné, mais au moins la direction commence à être la bonne. Il y a des risques politiques, et notamment celui-là. Je pense qu'avoir en Europe un Parlement paralysé dans ses prises de décision par la montée en puissance de mouvements qui ne sont pas pro-européens serait évidemment nuisible aux adaptations rapides qu'on a besoin de faire dans les années qui viennent. La sortie de la Grande-Bretagne, c'était un sujet aussi, j'imagine, qui a été évoqué, la sortie éventuelle, avec un référendum. Évoqué assez rapidement. Cameron s'est exprimé avec prudence sur ce thème. Sa réponse consistait à dire qu'il y a une demande légitime et des interrogations légitimes du peuple britannique. Il me semble juste et normal de demander son avis lors d'un référendum.
mais il exprimait également un fort niveau de confiance le concernant sur le fait que ce référendum serait favorable à une Grande-Bretagne restant dans l'Europe. Quels sont les grands sujets de préoccupation actuellement des grands de ce monde, comme on dit, qui étaient réunis à Davos? Qu'est-ce que vous retenez finalement de cette édition 2014? Écoutez, à Davos, il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas toujours du ressort de l'économie, hein. Évidemment, l'économie, le retour à une croissance et une croissance créatrice d'emplois était quand même un des gros thèmes. Mais j'étais surpris cette année du temps passé par les dirigeants, et quand je dis les dirigeants, c'est les hommes d'affaires, c'est les politiques, les présidents des grandes ONG, sur des thèmes, j'allais dire, d'équilibre de développement de la planète. L'écologie est un gros thème, les questions d'eau, les questions de répartition des richesses également ont été des thèmes très importants, comme l'ont été les effets potentiellement pervers des évolutions technologiques. On a beaucoup parlé de l'hyperconnectivité, on a parlé des imprimeries 3D, à quel point ça pourrait être à la fois une sorte de nouvelle mini-révolution industrielle, mais potentiellement destructeur d'emplois sur certaines applications. Donc ces thèmes hors purement business sont extrêmement importants, et je ne parle pas évidemment des discussions bipartis, si je puis dire, entre États qui profitent de Davos pour se rencontrer. Et précisément, ces thèmes sont plutôt des thèmes d'avenir. Or, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une stratégie, une réponse à devoir donner à court terme. Et puis bon, après, il y a ces stratégies de long terme où on voit vers quoi se dirige l'économie, les investissements nécessaires à faire. Mais la réponse à court terme, quelle peut-elle être ? Écoutez, je crois d'abord que le présent a une fâcheuse manie qui est qu'un jour il devient l'avenir, ou réciproquement. Et donc réfléchir, comme c'est le cas à Davos, à moyen ou long terme sur l'évolution de la planète, c'est absolument nécessaire. Alors, si on vient un peu plus proche de nous, qu'est-ce qu'on pense de la France en ce moment à Davos? Comment est-ce qu'on en parlait? Est-ce qu'on commentait le pacte de responsabilité que nous a présenté le président de la République, par exemple? Écoutez, oui, on en parlait, même s'il y avait un peu de non-dit autour de la France. Il y avait des Européens finalement assez discrets. Pourquoi? Discrets parce que très prudents sur la qualité, la force et la vigueur de la reprise européenne, et donc s'exprimant de façon prudente, quand même. On commentait les moins 77% d'investissement direct de capitaux étrangers dans notre pays. Oui, ça je pense que c'est un gros sujet. Je reviens à votre première question sur ce qui était dit quand même sur la France, parce qu'on en a parlé. À Davos, je pense qu'il y a des inquiétudes assez fortes de la communauté européenne, des membres comme l'Allemagne, des entreprises étrangères qui ont investi ou souhaitent investir en France, sur l'état de la compétitivité française. L'indicateur que vous venez de donner, je ne suis pas entré dans les chiffres, mais est très inquiétant. Si effectivement l'investissement étranger en France baisse avec cette ampleur et cette rapidité, moins 77%, c'est considérable. Et plus de 192 en Allemagne dans le même temps. Voilà, exactement. Et dans d'autres pays comme l'Espagne, et même dans une certaine mesure l'Italie. Ça veut dire qu'il y a un problème d'attractivité du territoire français. J'étais d'ailleurs signataire avec une cinquantaine de responsables de sociétés étrangères implantées en France, signataire d'un appel à l'accélération de la réforme il y a quelques semaines. Donc, vous êtes plutôt, j'imagine, favorable et vous accueillez favorablement ce pacte de responsabilité. Ce que vous dites, c'est on attend de voir ce que ça va donner concrètement, c'est ça? Si M. Hollande faisait appel à vous, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Oui, à Bain. Alors, si l'Élysée appelle Bain demain, c'est quoi le plan de route? Écoutez, d'abord, je lui dirais bravo, parce que je pense que les annonces, le ton et le fond avec lesquels il s'est exprimé sont ce que l'économie et les chefs d'entreprise ont besoin d'entendre aujourd'hui. Et ensuite, si je devais lui donner un conseil, très modestement, je lui dirais la direction est la bonne. Il faut aller plus loin en termes d'ambition et d'ampleur de ce que vous proposez. Il faut aller plus vite. Il faut être très prudent et réfléchi sur les modes de mise en œuvre. Si je reprends très rapidement ces trois points, ampleur.
Je pense que ce qui est proposé à la fois en termes de réduction de la dépense publique, mais également en termes d'allègement de charges et donc de baisse du coût du travail est significatif, mais très en retrait par rapport à ce qui est requis pour changer véritablement la donne. Deuxièmement, rapidité. On propose des mesures qui vont être mises en place progressivement et dont le plein effet n'apparaîtra effectivement qu'en 2017, si j'ai bien compris ce qui était proposé. Or, l'urgence, elle est massive. Si les investissements industriels en France s'écroulent de 77%, c'est dans les 6 mois qui viennent qu'il faut mettre en œuvre déjà une partie de ces mesures. Et le troisième point sur la méthode que je lui conseillerais, c'est d'être quand même prudent et d'éviter de mettre en place des usines à gaz pour essayer de contrôler si effectivement les contreparties, par exemple l'observatoire des contreparties. Je pense que la réalité, elle est très simple. Les entreprises ont besoin de regagner de la confiance. C'est ça qui va leur permettre de déclencher l'investissement. Et pour retrouver la confiance, c'est très simple. Il faut qu'on vous fasse confiance. Donc n'essayons pas de mesurer de façon trop bureaucratique ces fameuses contreparties et croyons à l'élan qu'on va donner de façon légitime aux entreprises. Alors, par exemple, si dans le worst case scénario, le scénario noir, ça n'était pas aussi rapide, pas avec l'ampleur que vous décrivez ou que vous souhaitez, mise en place, qu'est-ce qui se passerait pour notre pays si dans 6 mois on n'a pas bougé ? Écoutez, je pense que les répercussions, elles sont nombreuses. Il y a d'abord une répercussion qui, pour moi, est absolument cruciale, qui est la répercussion sociale. On a un niveau de chômage et une augmentation continue du chômage qui est un véritable drame social, voire une bombe sociale potentielle dans certaines régions de France. Au-delà de ça, je pense que le vrai risque, c'est de rester dans un cercle vicieux qui pourrait s'accélérer et qui minerait le potentiel de notre pays et de son économie, non pas pour les quelques années qui viennent, pour les décennies à venir. Ce cercle vicieux, il est très simple. On a un État surendetté, des dépenses sociales trop élevées. Il faut financer tout ça. Qui va payer? Ce sont les entreprises et ce sont les foyers. Le fait de faire peser cette charge aux entreprises et aux foyers, qu'est-ce que ça fait? Ça mine la croissance, on ne peut plus consommer, on ne peut plus investir. Résultat, le chômage continue à être à des niveaux extrêmement élevés. Et ça crée un besoin de dépenses sociales toujours très élevé. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, la nécessité impérieuse d'être courageux sur le volet dépenses publiques qui est le départ de ce cercle vicieux. Donc faire des économies, les 50 milliards mis sur la table, il faut les trouver. Vous avez des pistes là-dessus à donner au président? En effet, si on prend l'idée de Robert, vous êtes son conseiller spécial. Oui, vous savez, il y a les pistes, elles sont nombreuses, elles ont été évoquées des dizaines de fois. Donc je pense que la vraie question, ce ne sont pas tellement les pistes, ce qu'il faudrait faire, c'est la façon et le courage avec lequel on va pouvoir le faire. Mais les pistes, c'est de travailler avec courage sur les 3 volets que sont les dépenses de l'État, les dépenses des collectivités locales. On parle depuis tellement de temps du millefeuille qu'on n'arrive pas à simplifier, à réduire, et surtout le système social français, qui, je vous le rappelle, représente plus de 50% de la dépense publique. Si on veut préserver ce système social auquel on est tous très attachés, je pense que le seul moyen de le faire, c'est d'être capable de le réformer. Et précisément, vous, en tant que spécialiste de la stratégie, pour mettre en œuvre toutes ces réformes, certes, il faut du courage, mais on se heurte aussi aux hommes et aux femmes qui sont dans l'État, qui sont dans les collectivités locales, dont le revenu dépend directement de ces postes. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut développer précisément une stratégie pour faire accepter ces changements douloureux pour certains. Pour les accompagner. Pour les accompagner. Oui, c'est pour ça que je mentionne le mot de courage. La France est très forte pour monter des barrières de résistance au changement qu'on veut lui proposer. La question des élus est une question. Ce qui me rend optimiste, je vais vous dire, c'est, je pense, l'évolution des attitudes des Français. Les Français sont intelligents.
ils voient bien les problèmes. Ils sont capables de faire un parallèle entre ce qui se passe dans une économie, celle de la France, une entreprise, celle dans laquelle ils travaillent, et les économies de leur foyer, si je puis dire. Et on voit bien dans un certain nombre de sondages récents à quel point la population est finalement ouverte à des changements importants, alors qu'on pensait qu'elle serait résistante. Elle est ouverte, mais on voit que ce sont surtout des partis plutôt qui sont sur l'échiquier à l'extrême qui en profitent. Le Front National est plutôt le grand bénéficiaire, au moins en termes politiques, de cette évolution de l'opinion. Ou alors est-ce qu'il y a une... Les gens se désespèrent, donc on ne va plus aller voter. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un risque, qu'il y ait cette déconnexion entre le politique et le social ? Oui, c'est un risque. On le constate aujourd'hui. Je fais confiance à la sagesse du peuple français, à condition que nos hommes politiques aient la capacité de pédagogie, c'est-à-dire expliquer les yeux dans les yeux aux Français la réalité des problèmes, le courage des mesures qu'il va falloir mettre en œuvre et de demander leur appui. C'est ce qu'a fait l'Irlande avec son Premier ministre, M. Kelly, qui en 3 ans a réformé de façon très structurelle l'Irlande avec des résultats extrêmement probants. Il l'a fait en faisant appel au courage du peuple irlandais. Alors très rapidement, on a plusieurs questions d'internautes qu'on peut traiter avant la fin de l'émission qui va bientôt se conclure. Un internaute demande qu'est-ce que vous conseillez en ce moment aux entreprises que vous suivez, l'Afrique, la high-tech, la R&D, est-ce qu'il y a des choses en particulier à conseiller ? Tout dépend du secteur, tout dépend de la situation de l'entreprise, mais ce que vous avez évoqué, peut-être pas l'Afrique spécifiquement, et en tout cas pour les grands groupes, les pays émergents et les technologies, et notamment le digital, doivent être des priorités à l'agenda des grands groupes ouverts à l'international, sans aucun doute. Je prolonge un peu cette question. Quel est le son de cloche de vos clients en ce moment ? Ils sont plutôt confiants ? Comment est-ce qu'ils voient l'avenir économique pour eux-mêmes et pour le pays ? Écoutez, concernant ces grands groupes, ceux du CAC 40 ou qui aujourd'hui développent une grande partie de leur activité hors de France, ils sont très confiants, d'autant plus qu'ils ont pu, durant les quelques dernières années, assainir leur bilan. Ils ont la capacité d'investir aujourd'hui. La situation en France des ETI et des PME, beaucoup plus dépendante du marché français, est plus difficile et donc on peut moins parler d'optimisme. Alors c'est une question de John justement. Est-ce que Bain & Company conseille aux entreprises de rester en France ? Écoutez, on leur conseille de rester en France quand ça fait du sens. On leur conseille de revenir en France parfois quand elles ont exporté une partie de la production, si je puis dire, dans des zones émergentes. Par exemple, vous avez formulé ce conseil dans certains secteurs de l'industrie, on leur conseille, pour différentes raisons aujourd'hui, ce sont des choix économiques, mais également des choix de rapidité et d'agilité face à des clients qui ont besoin d'une adaptation de l'offre très rapide, de revenir en France. C'est le message que M. Cameron essaie de faire passer à son secteur industriel. Relocation en anglais. Relocation, exactement. Allez, une dernière question sur le nombre d'employés chez Bain & Company. On l'a dit, 4000 au niveau mondial, 250 en France. Des recrutements cette année en France ? Entre 250 et 300 consultants en France et des recrutements absolument, à la fois des juniors et des gens un peu plus expérimentés. Et plus de recrutements que l'année dernière, significativement plus. C'est-à-dire combien ? Depuis vous allez embaucher combien ? Combien de personnes cette année à peu près ? Le chiffre est exact, mais une 60aine de nouveaux consultants. Ce qui veut dire que votre entreprise est dynamique. On a besoin de conseils. Absolument, on a besoin de conseils. Et les premières semaines de l'année 2014 me poussent à être très optimiste. Bon, on va rester sur cette tonalité optimiste. Merci en tout cas Olivier Marchal. Merci Robert de me signaler que j'ai oublié de mentionner ce petit opuscule que vous avez commis avec vos petits camarades du Syntec, conseil en management. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qu'on a évoquées, compétitivité avec DA qui diminue. Donc pour ceux que ça intéresse, en effet, quelques pistes. Ça s'appelle donc Compétitivité en 2. Merci Robert, merci à vous tous pour votre assiduité, vos questions. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci.